Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller voir un petit peu ce que ça donne du côté des performances pour le jeu Avatar Frontiers of Pandora, et aussi un petit peu ce que ça donne la dernière version du FSR 3. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors Avatar, c'est un jeu tiré de la licence du même nom, sans grande surprise, et celui-ci est édité par Ubisoft et développé par Massive Entertainment, à qui l'on doit The Division 1 et 2, ainsi que des jeux un petit peu plus anciens comme World in Conflict. Et chose assez intéressante ici avec Avatar, c'est que comme pour la plupart des jeux Ubisoft, celui-ci utilise un moteur maison, ici c'est le Snowdrop Engine, qui avait été utilisé justement sur la série des jeux The Division, et le prochain jeu Star Wars Outlaws, qui est en développement chez Massive également, il devrait l'utiliser aussi. Et la grosse bonne nouvelle ici pour Avatar, c'est que bien que le jeu soit très gourmand, on y reviendra plus tard, le jeu est aussi vraiment très beau. Pour la version PC, il n'y a pas de stutter, les performances sont stables, et techniquement parlant, c'est clairement un des plus beaux jeux sortis cette année. Ça fourmille de détails absolument partout, les environnements sont magnifiques, la végétation vraiment très chargée, les textures sont très propres également, et je dirais que globalement, la présentation est tout simplement impeccable. Par certains côtés, je dirais qu'on retrouve un petit peu le feeling assez similaire à ce qu'on avait connu avec Crysis à l'époque, du point de vue de la jungle et de la végétation, en plus beau bien évidemment. Donc ça fait vraiment plaisir ici d'avoir un portage PC propre, sans souci majeur et sans foutu stutter. Donc bravo à Massive Entertainment ici pour le taf effectué. Ça change des jeux Unreal Engine qui sont encore souvent victimes de stutter en tout genre, même avec l'Unreal Engine 5 jusqu'ici. Et pour arriver à ce résultat, le jeu utilise un paquet de technologies au niveau du moteur du jeu, qui lui permet d'avoir de l'illumination globale, des ombres et certains reflets se rapprochant de ce que l'on aurait avec du ray tracing hardware. Et c'est une approche assez similaire au Lumen de l'Unreal Engine 5. Grosso modo, on peut dire que c'est du ray tracing software. L'avantage de celui-ci, c'est surtout au niveau des performances, puisque Lumen, ou ce que fait Massive ici, ça permet d'avoir un rendu se rapprochant du ray tracing hardware, mais à un coût en ressources bien moindre. Par contre, tout comme avec Lumen, on n'est pas non plus au même niveau qu'une bonne implémentation du ray tracing. Donc c'est un compromis qui permet surtout au jeu de tourner avec ce ray tracing software, à la fois sur les consoles et aussi sur la plupart des cartes graphiques sur PC, puisque ce ray tracing software est actif, que l'on soit en détail bas ou en détail ultra. Et ce compromis du ray tracing software, on va dire, ça permet tout simplement d'activer tous ces effets-là, qui seraient probablement très compliqués d'activer avec un coût en ressources bien plus important si on devait passer par le ray tracing hardware classique. Alors malgré tout, ça reste une technologie très gourmande, mais je dirais que quand on voit le résultat à l'écran, on comprend pourquoi le jeu demande de la ressource, contrairement à certains autres qui sont sortis dernièrement. Et avec le matos disponible actuellement, je trouve que le compromis fait plutôt sens. Et puis je pense que l'on verra ce type d'approche de plus en plus dans les jeux, probablement jusqu'à la prochaine génération de consoles, qui seront très certainement plus aptes à gérer le ray tracing, mais ce coup-ci de manière hardware. Donc bref, d'un point de vue technique pur, le jeu se défend vraiment très bien, et ça fait quand même plaisir. Pour la version PC, c'est un jeu partenaire AMD, donc on retrouve le FSR 3, donc l'upscaling et le frame generation d'AMD, et c'est le troisième titre où celui-ci est présent, et ce sera l'occasion de voir si c'est mieux que sur Forspoken ou Immortals of Aveum. Niveau upscaling, on retrouve aussi le DLSS, mais pas le XeSS, malgré le fait que les DLL de celui-ci soient présents dans les fichiers du jeu, et pas de frame generation DLSS 3 non plus. Donc on verra bien ce qui se passe par la suite, mais je pense qu'il y a pas mal de chances que le XeSS ou le FrameGen d'NVIDIA, voire les deux, arrivent dans le jeu à un moment ou à un autre, puisque les développeurs semblent vouloir faire en sorte que leur jeu soit utilisé
pour les benchmarks par la suite, puisqu'ils ont aussi rajouté un mode de détail plus haut que le Ultra dans les menus des jeux, mais bon, pour l'activer, il faut passer par une commande, et selon les développeurs, c'est pour que le jeu soit plus future-proof, et qu'il puisse exploiter du matos plus puissant plus tard, car le mode de détail au-dessus du Ultra actuel est évidemment encore plus gourmand. Sinon, en ce qui concerne le FSR 3 Scaling, j'ai enregistré quelques séquences où je teste ça en live, du coup, allons voir ça, je vous retrouve juste après. Alors pour observer un petit peu comment ça se passe avec le FSR et le frame generation du FSR, et également avec le DLSS, bon là on est un petit peu au début du jeu, quand on sort juste du bunker, et ce qui fait un petit peu peur avec le FSR d'ordinaire, c'est qu'au niveau de la végétation, on sait que ça se maintient pas forcément très bien. Ici on est en 1440p natif, on tourne aux alentours des 60 fps, alors j'ai pris la 4070 parce que je sais pas ce qui se passe avec les derniers drivers de chez AMD qui sont sortis, mais avec la carte de capture, ça crée d'énormes stutters. Donc, j'ai testé avec la 7900 XTX, le FSR 3, enfin le FrameGen du FSR 3 fonctionne exactement de la même façon, donc c'est pas très grave. Mais bref, comme on peut le voir ici, bon, c'est un comportement normal. Au niveau de l'affichage, il n'y a pas de souci particulier au niveau du ghosting et tout ça, c'est très correct. On verra plus tard qu'en intérieur, c'est pas forcément la même chose. Je trouve le rendu en intérieur quand même bien moins bon qu'en extérieur. Après, bon, j'ai envie de dire, le jeu en extérieur est tout simplement magnifique. Mais bref. On va activer dans un premier temps le FSR super résolution, donc l'upscaling classique. Alors là, j'ai activé le FSR en mode Quality. Comme on peut le voir, alors les FPS ont augmenté, on est passé de 60 environ à pas loin de 100. Donc c'est tout de suite beaucoup plus fluide. Au niveau de la qualité d'image, c'est pas trop mal. D'habitude le FSR, c'est vrai que sur la végétation, c'est beaucoup plus compliqué. Alors on a toujours un petit peu de scintillement, comme là je le vois dans les palmiers un petit peu plus loin. Mais je dirais, comparé à ce qu'on a déjà vu sur Forspoken ou dans pas mal d'autres jeux, même sur Cyberpunk, c'est vrai qu'au niveau de la végétation, ça se maintient pas forcément super bien. Ici, c'est correct. C'est un petit peu plus flou, aussi j'ai l'impression qu'en natif. Mais dans les grandes lignes, c'est clairement pas la pire implémentation du FSR qu'on ait jamais vue. Bien au contraire, j'ai même envie de dire, c'est probablement une des meilleures. On va comparer maintenant au DLSS pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors là, j'ai activé le DLSS en mode Quality. On est toujours aux alentours des 100 fps, donc au niveau des performances, c'est plus ou moins la même chose qu'avec le FSR Quality, ça c'est, je dirais, classique. Au niveau de l'affichage, alors ça se maintient mieux que le FSR, par contre, c'est vrai qu'au niveau du scintillement qu'on peut avoir dans la végétation, c'est beaucoup plus propre, ça se maintient mieux, la qualité d'image. Malgré que le FSR soit en progrès ici, le DLSS conserve quand même un avantage. Mais c'est pas aussi pire que dans d'autres jeux, on va dire ça comme ça. Malgré tout. Ce qui est un petit peu dommage ici, c'est qu'au niveau du FrameGen, on peut pas coupler le DLSS avec le FrameGen du FSR. On est obligé de passer par le FSR2, je dirais entre guillemets. Et il n'y a pas le FrameGen de chez Nvidia sur le jeu pour l'instant. Peut-être que ça viendra plus tard, on verra bien. On verra aussi comment ça se passe en intérieur, mais là je dirais qu'en extérieur, le DLSS, c'est plutôt bon. C'est assez proche du natif, peut-être un petit peu moins net, mais il n'y a pas énormément de différence. Donc on va activer le FrameGen du FSR pour voir un petit peu comment il se comporte et surtout si c'est mieux que sur Forspoken et Immortals of AVM. Alors là on a activé le Frame Generation du FSR en mode Quality, donc forcément au niveau des FPS, comme on peut le voir, on est maintenant passé d'environ 100 FPS à 165, on est plus ou moins à la limite du taux de rafraîchissement du moniteur qui est de 165 Hz ici. Bon, ce qui me saute un petit peu aux yeux, c'est les insectes là, alors je sais pas si ça se voit, mais c'est un petit peu plus flou que quand il n'y a pas le FrameGen, j'ai l'impression. Ou tout du moins, ça me dérange plus qu'avec les upscalers classiques. Bon, après, c'est pas dramatique, mais ça passe. Ce que je vois aussi, c'est qu'au niveau du frame time, c'est un comportement beaucoup plus normal que dans Forspoken et Immortals of AVM, où c'était assez n'importe quoi. Là, j'ai pas mis de V-Sync. Et le jeu a l'air de se comporter plutôt correctement. Il n'y a pas l'air d'y avoir de gros stutters.
Le frame time, encore une fois, a l'air plutôt stable. On retrouve un petit peu les artefacts du FSR au niveau des scintillements dans la végétation. Mais je dirais qu'au niveau de la façon dont ça se maintient, c'est pas trop mal du tout. Donc c'est clairement déjà mieux hein, là-dessus que sur les premiers jeux qui étaient sortis. Il n'y a clairement pas de comparaison. C'est déjà moins prise de tête et ça marche mieux. Donc c'est déjà un bon point parce que le gros problème du FSR 3 à sa sortie, c'est qu'il fallait obligatoirement activer l'avesync pour avoir quelque chose de propre. Là je ne l'ai pas activé et ça fonctionne relativement correctement. Et ça paraît plutôt fluide. Si je prends la souris, c'est pareil. Hein. Là pour le coup, c'est en net progrès par rapport à la première implémentation du FSR 3. Et c'est une très bonne chose. Alors là, j'ai activé l'avesync dans les menus du jeu. Normalement, on doit caper les 165 FPS, mais bon, là, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de performance pour y arriver. Et ça fait baisser les performances du FSR, j'ai l'impression. Donc c'est peut-être pas forcément le truc à faire. Par contre, au niveau de la qualité d'image, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Mais là, où sur les anciens jeux, on était obligé de faire ça pour avoir des performances correctes, ici, c'est pas le cas. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Bon, alors là, j'ai baissé la qualité du jeu en médium, et ça reste vraiment très joli d'ailleurs. J'ai aussi baissé le FSR en mode équilibré, pour voir un petit peu comment ça se comporte. Normalement, on devrait passer au-dessus des 165 Hz, puisque normalement, on devrait avoir plus de performance. Là, on voit que le FSR fait en sorte qu'on soit capé aux alentours des 165. Donc, on voit que malgré tout, à la différence du frame generation d'NVIDIA qui permet d'aller plus haut que le taux de rafraîchissement du moniteur, on voit que le FSR 3 ici essaye de nous maintenir aux alentours des 165 Hz. Ce qui n'est pas forcément un problème, mais c'est un comportement différent. Après, est-ce qu'il y a un intérêt énorme, je dirais, à aller au-dessus des 165 Hz ou du taux de rafraîchissement de son moniteur? Je sais pas trop, hein, puisque généralement quand on essaie de faire ça, c'est pour avoir la latence la plus basse possible, et c'est dans des jeux compétitifs. Dans les jeux compétitifs, de toute façon, on n'active pas le frame generation, donc c'est pas dramatique. Bon, là par contre, on voit qu'on est détail équilibré au niveau de la végétation. Là, on voit que le FSR a un petit peu plus de mal, mais c'est normal, puisqu'on commence à descendre quand même pas mal au niveau de la résolution de base. Donc là, ouais, c'est pas terrible. Mais bon, ça, il n'y avait pas de gros doute là-dessus. Mais sinon, c'est vrai que je trouve que le FSR lui-même, là, enfin le FrameGen lui-même, on va dire, ça marche pas trop mal du tout. Hein. Pour moi, c'est beaucoup mieux que la première implémentation. Après, au niveau de la latence et tout ça, j'ai pas les outils pour pouvoir le tester, puisqu'on ne peut pas mesurer la latence de la même manière, je dirais, qu'avec le FrameGen d'NVIDIA. Donc, je peux pas vous dire si c'est mieux ou moins bien qu'avant, et en plus, on peut pas comparer avec le FrameGen d'NVIDIA de toute façon, donc pour l'instant, tant qu'il n'y a que le FrameGen d'AMD dans le titre, on saura pas vraiment. Mais en tout cas, je trouve que pour le FSR 3 ici, pour le FrameGen d'AMD, c'est beaucoup mieux que dans les deux premiers jeux qui étaient sortis. Donc la question qu'on peut tenter de se poser, c'est pourquoi est-ce qu'AMD s'était autant dépêché à sortir le FSR 3 dans les deux premiers jeux pour avoir un résultat aussi mitigé au final, puisque là on voit que 2 mois plus tard, c'est beaucoup mieux que ce que c'était à la sortie. C'est beaucoup plus simple d'utilisation, ça fonctionne mieux, le frame time est beaucoup plus stable. C'est juste comme ça que ça aurait dû sortir, et à la limite ils auraient dû attendre 2 mois avant de sortir le FSR 3 plutôt que de se dépêcher de sortir pour une raison qui m'échappe. Alors un des autres artefacts du FSR 3, j'ai enlevé la caméra pour que vous puissiez le voir, c'est que si vous faites attention au niveau des éléments de l'interface, on peut voir qu'autour, par exemple du couteau en bas à droite, on voit que le traitement de l'image est différent. Alors apparemment, c'est une des façons d'éviter que l'interface devienne très moche dans les jeux. Il y a plusieurs options possibles avec le FSR 3 de mémoire. Bon, là, ils ont choisi de faire en sorte qu'autour de l'interface, en fait, il y a une sorte de halo. Ça se voit même au niveau de ce qui se passe en bas au milieu, là. Et en gros, il n'y a pas de FrameGen à ces endroits-là. Mais c'est vrai que par contre, on le voit. Quand on y fait attention,
mais c'est pas hyper joli. Alors je pense qu'il y avait d'autres solutions, mais c'est vrai que là, comme l'interface est à moitié transparente, même sur certains éléments du décor, comme là, quand il y a le search qui apparaît, ça se voit aussi à ces endroits-là. Donc je pense que là-dessus, il y a encore des choses à améliorer, ou à découper ça un petit peu de manière plus propre, parce que là, ça se voit quand même. Alors c'est pas dramatique, hein, mais quand on y fait attention et quand on l'a vu, après on le voit tout le temps, hein, c'est un petit peu le problème. Donc bref, comme vous venez de le voir, hein, le FSR3, dans cette version ici, c'est quand même en net progrès. C'est beaucoup mieux que ce qu'on avait sur les deux jeux quand il a été lancé. Et ça fait quand même plaisir de voir que ça progresse et que ça progresse dans le bon sens. C'est beaucoup plus simple d'utilisation pour la plupart des utilisateurs. Le résultat à l'écran est toujours plutôt correct. On n'a plus tous les soucis de frame pacing qu'on avait à la sortie. Dans l'ensemble, hein, ce second jet est quand même bien meilleur que le premier. Bon alors sinon le jeu n'est pas non plus exempt totalement de petits défauts techniques, hein, puisque par exemple sur les ombres et les reflets, particulièrement en intérieur, là aussi j'ai enregistré quelques petites séquences, on va aller regarder tout ça. Alors maintenant on est dans une des toutes premières séquences du jeu, et je voulais montrer quelque chose au niveau de la qualité d'image. Alors, comme on peut le voir, un des problèmes du jeu entre guillemets, c'est que ça utilise de l'éclairage type lumen, donc c'est un petit peu du ray tracing software. Et en détail élevé, comme on peut le voir ici en 1440p du moins, ça crée quelque chose d'assez crado. Et pourtant ici on est en image native. Et c'est vrai qu'au niveau des grilles d'aération en intérieur, ou même ici les plats et tout, ça scintille beaucoup. Alors l'effet est bien moindre quand on est en détail ultra, puisque du coup on augmente la qualité, je dirais, du ray tracing software. Mais c'est vrai qu'ici en détail élevé, c'est pas très joli. C'est beaucoup moins gênant en extérieur, mais c'est vrai qu'au niveau des détails ici, c'est pas génial. On va essayer de voir si on active l'upscaling, que ce soit le FSR ou le DLSS, si ça corrige un petit peu le tir. Alors là, j'ai activé le FSR en mode Quality, sans le Frame Generation, et ce qu'on peut voir, c'est limite pire. C'est vrai que là, c'est quand même assez crado. Ça rend pas très bien, que ce soit au niveau des coups, des plateaux ici, ou de ce qui se passe au plafond là. C'est moins bien qu'en natif. On va essayer de passer en détail ultra, pour voir un petit peu ce que ça peut donner, si ça corrige un peu. Voilà, c'est déjà beaucoup plus net. Donc il y a vraiment une grosse différence à ce niveau-là, entre les détails élevés et les détails ultra. Par contre, c'est vrai qu'en mouvement, ça reste assez brouillon. Ça fourmille un petit peu. C'est pas très agréable. Donc, on voit qu'en détail élevé, ça corrige pas. En détail ultra, c'est encore là. Et on retrouve... Bon, après, est-ce que c'est les artefacts du FSR? On va réessayer en natif pour voir. Lactea... sans upscaling. Ouais. Alors que ce soit au niveau des grilles en haut ou des réflexions, c'est un petit peu mieux en natif ici aussi quand même. Hein. Alors on va essayer avec le DLSS du coup. Alors... Hop, DLSS... Pit quality. Clac. Alors on retrouve toujours ces problèmes de scintillement là, principalement au niveau des barres, hein. C'est vrai qu'au niveau du grillage, c'est vrai que ces barres là ça pose problème. Hein. C'est un petit peu moins joli qu'en natif aussi. Au niveau des plateaux, c'est pas génial non plus. Mais c'est quand même plus propre, je dirais, que le FSR. D'un petit chouïa, mais c'est pas énorme. On va essayer en détail élevé, qui était quand même significatif. Ouais, là. Ah mais là c'est pas terrible non plus, hein. Là j'ai même envie de dire, peut-être même que le FSR faisait mieux ici. Alors, on va le remettre juste après pour être sûr, mais là c'est vrai que l'upscaling en détail élevé, en intérieur, c'est vraiment pas terrible. Là où en extérieur c'était beaucoup plus propre, que ce soit pour le FSR ou le DLSS d'ailleurs. On remet avec le FSR. Ouais, c'est comparable, hein.
Je dirais petit avantage quand même pour le DLSS, puisque ça maintient un petit peu mieux le grillage lui-même. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des artefacts là au-dessus, là... Ouais, si, le DLSS est quand même un petit cran plus propre. Mais bon, c'est crado quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire. Autre truc que je trouve pas forcément hyper réussi dans le jeu, c'est les reflets. Alors là, j'ai pas l'impression que ça utilise quelque chose comme le Lumen ou du Ray Tracing Software, comme on peut le voir ici. Bah, c'est quand même très crade et je sais pas trop ce que ça reflète. Je pense que ça essaie de refléter le rideau là derrière. C'est pas du SSR non plus, donc j'ai l'impression que c'est des cube maps, mais c'est un peu crade. Et là derrière, bah, je sais pas ce que c'est censé refléter, mais ça ressemble pas à ce... Ça ressemble pas du tout à ce qu'on voit derrière nous, donc c'est un petit peu bizarre. Ça ressemble être une porte ou quelque chose, ou ce truc là. Mais ça n'a pas de sens par rapport à ce qui est affiché de l'autre côté. Donc c'est vrai qu'au niveau des reflets, c'est pas spécialement réussi. Alors après, est-ce qu'on a en ultra? Ça n'a pas l'air de changer grand chose. Bah non, ça fait la même chose. Et c'est un peu bizarre, puisque d'ailleurs le reflet disparaît. C'est un concept un peu étrange. J'avoue que là, c'est pas franchement terrible. Par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres trucs au niveau des intérieurs qui sont plutôt réussis. Hein. C'est vrai que la scène au global, que ce soit l'éclairage et tout ça, j'ai pas grand chose à redire, hein. C'est plutôt propre en réalité. On retrouve pas les scintillements comme on avait vu tout à l'heure, avec les grillages sur le plafond, ce genre de trucs. Mais c'est vrai que les reflets, je trouve que c'est pas réussi du tout. Mais dans l'ensemble, la présentation est très correcte. C'est très joli. Là, on est avec le FSR en mode quality. Si on essaye avec le DLSS, est-ce que ça change un petit peu ça? Bon, j'ai l'impression qu'au niveau des grillages au sol, enfin les grilles, c'est un petit peu plus propre. Là, au niveau du rideau, ça change pas grand-chose. Au niveau des reflets non plus, hein, puisque c'est le fonctionnement du jeu lui-même qui fait que... Ouais, c'est du cube map, j'ai l'impression. Mais c'est pas très réussi à ce niveau-là. Donc, ouais. Les intérieurs, il y a du positif, et il y a aussi clairement du négatif. Tout n'est pas réussi, et je trouve que les extérieurs sont quand même beaucoup plus impressionnants que les intérieurs, qui sont plus ou moins dans la norme. Mais les éclairages, surtout, c'est pas hyper... Enfin, on a vu mieux. On a vu clairement mieux. Voilà, c'est pareil, hein, au niveau des reflets, ça n'a aucun sens. Enfin, ça reflète quoi? Qu'est-ce qu'on est censé voir? Et ça reflète pas tout le temps, c'est trop bizarre en fait. On voyait des lumières rouges et tout, il y en a nulle part. Qu'est-ce que... Enfin, ou là, oui, là, il y en a, mais normalement, on peut pas les voir de là où on... Ça n'a pas de sens, hein. C'est... ouais. Les reflets, ça va pas. Alors, au final, rien de vraiment dramatique pour les ombres avec les artefacts. Je pense que c'est le Ray Tracing Software qui manque de précision selon les réglages qu'on utilise. Pour les reflets sur les vitres, là, c'est plus un choix que je trouve un petit peu dommage. Enfin, les cube maps sont vraiment assez moches. J'aurais préféré du SSR ou un mix des deux si les reflets Ray Tracing se montraient un petit peu trop gourmands. Mais bon, c'est pas le choix qui a été retenu ici. Et enfin, autre point négatif pour la version PC, c'est que le jeu tourne avec la protection des niveaux. Alors on se demande toujours s'il impacte les performances de manière importante ou pas, il n'y a pas vraiment moyen de le tester à l'heure actuelle. Ici au moins je dirais il n'y a pas de stutter, et malgré tout, il y a toujours l'autre souci des niveaux, c'est le nombre d'activations du jeu par jour, puisque quand on fait des tests de processeur par exemple, c'est très pénible, hein, puisqu'on est limité sur le nombre de processeurs qu'on peut tester en une journée, grosso modo. Donc bref, allons voir maintenant ce que ça donne d'un point de vue performance sur PC, que ce soit les GPU ou les CPU. Pour les tests, j'ai utilisé le bench intégré, qui me paraît assez bon, hein, pour le coup. Il est divisé en 3 séquences, une séquence de combat dans un environnement mixte, je dirais, une séquence similaire à ce qu'on pourrait avoir aussi en volant dans le jeu, et il y a aussi une dernière séquence dans la jungle.
Donc dans l'ensemble, hein, ça me paraît être un plutôt bon mix assez représentatif de ce qu'on retrouve dans le jeu. Le test dure environ 90 secondes, j'ai fait les tests GPU à la fois en détail élevé et en détail ultra, bref, allons-y. Alors comme d'habitude on commence avec le 1080p en détail élevé. Ce que l'on peut noter ici c'est très clairement que la 4090 est déjà même en 1080p toute seule quand même loin devant toutes les autres. On peut noter aussi que les cartes d'Nvidia semblent clairement avoir l'avantage sur ce jeu là par rapport aux cartes d'AMD, particulièrement sur le haut de gamme. Puisque là comme on peut le voir, la 4080 est très clairement un cran au-dessus par rapport à la 7900 XTX. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très rare, hein, puisque d'ordinaire, la 7900 XTX fait soit jeu égal, soit est légèrement devant la 4080. Là, ici, la 7900 XTX se rapproche plus des performances de la 4070 Ti. Et on retrouve un petit peu la même chose juste en dessous, puisqu'on voit que la bataille 4070, 3080 et 7800 XT est clairement ici à l'avantage de la 4070, donc le jeu semble apprécier particulièrement la nouvelle architecture de chez Nvidia. Juste en dessous, on peut observer aussi qu'entre la 4060 Ti 16 et 8Go, le modèle avec 16Go a clairement un petit avantage au niveau des performances. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les réglages, dans toutes les résolutions. La 4060 Ti 16Go performe mieux sur le jeu que la carte avec 8Go. Pour autant, de ce que j'ai pu observer moi jusqu'ici, il semble pas y avoir de problème particulier avec les cartes avec 8Go de VRAM. Alors après, j'ai pas vu tout le jeu, mais je dirais que sur une partie du début du jeu, bon, les cartes avec 8Go semblaient se comporter plutôt correctement. Après, est-ce que ça se maintient tout le long du jeu? Je pourrais pas vous dire, hein, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Mais bon, de ce que j'ai pu observer au niveau du comportement sur la VRAM, s'il a plus que 8Go, il va les utiliser. Par contre, s'il ne les a pas, il va se débrouiller autrement. Ce qui est un comportement plutôt classique, mais ça semble le faire de manière plutôt intelligente, donc pour le coup, ici, j'ai pas noté de gros problèmes. Sinon, on voit qu'entre la 6700 XT et la 3060 Ti, c'est le duel classique, c'est plus ou moins les mêmes perfs. On voit que la 4060 est très légèrement devant la 7600 ici. On voit que la 3060 et les cartes d'Intel sont au coude à coude. On voit que la 1080 Ti est plus ou moins au même niveau de performance que la RX 6600 ici. Et derrière, on retrouve la RTX 2060 qui se maintient aux alentours des 30 fps, on n'est pas très loin des 40, ce qui est plutôt pas mal pour la 2060. Par contre, la GTX 1060 et la 380, bon c'est déjà très compliqué ici, mais bon, je pense qu'en ajustant les réglages, on devrait pouvoir arriver aux alentours des 30 fps, même avec ces cartes-là. En 1080p Ultra maintenant, alors, il n'y a pas grand chose qui change au niveau du classement, par contre, ce qu'on peut observer, c'est que le mode Ultra est très clairement beaucoup plus lourd que le mode détail élevé, puisque là, la 4090 passe de 200 fps environ à 166, ce qui nous fait quand même un écart de pas très loin de 20%. Ce qui fait que là, on avait quand même pas mal de cartes qui étaient aux alentours des 60 fps, là, elle n'y arrive déjà plus. Puisque comme on peut le voir ici, la dernière carte qui arrive aux 60 fps de moyenne, dans ces conditions-là, c'est la 4060 Ti 8Go. On voit que la 6700 XT est en dessous, tout comme la 3060 Ti et toutes les autres cartes moins performantes. Donc, le 1080p Ultra, c'est quand même déjà très gourmand. Alors après, comme on l'a vu tout à l'heure, sur certains effets, je dirais que le mode Ultra est très clairement un petit peu plus propre que les détails élevés. Par contre, est-ce que ça vaut le coup de perdre autant de performance? La plupart du temps, j'ai quand même envie de dire non. En dehors des reflets et certains effets en intérieur, je trouve que le jeu reste vraiment hyper joli, même en détail élevé. Donc vu la perte de performance, à part pouvoir se le permettre, je dirais... Personnellement, moi je jouerais plus en détail élevé. Alors si on passe en 1440p détail élevé, bon, on voit que les cartes perdent encore en performance. Malgré tout, ce qu'on peut noter, bon, la 4090 est toujours devant toute seule. On voit que l'écart entre la 4080 et la 7900 XTX se resserre un petit peu, puisque la 7900 XTX est maintenant, je dirais, pile poil entre la 4070 et la 4080. La 4070 garde l'avantage sur la 3080 et la 7800 XT. La 7700 XT toujours très légèrement devant la 4060 Ti 16 ou 8Go. On voit que la 6700 XT se démarque un petit peu la 3060 Ti ici. Les 7600 et 4060 sont au coude à coude, tout comme les cartes de chez Intel, et même la 3060 tout court est vraiment très proche au final de la 4060. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux, et comme on peut le voir ici d'ailleurs, au niveau de ces 1%, elle se maintient un petit peu mieux que la 4060. Probablement que les 12 Go de la 3060 l'aident un petit peu ici. On voit que la 1080 Ti est un petit cran derrière, elle est toujours plus ou moins au même niveau que la RX 6600, et enfin la 2060 est ici en dernière, puisque j'ai viré les deux petites cartes qui sont totalement larguées en 1440p. En 1440p Ultra maintenant, bon, la 4090 fera cavalier seul tout du long de toute façon. On voit ici qu'on arrive maintenant aux alentours des 120 fps de moyenne, donc déjà là, ça commence à devenir compliqué. La 4080, elle passe en dessous des 100,
La 7900 XTX est toujours pile poil entre la 4070 Ti et la 4080. On voit que la 3080 commence à rattraper la 4070. La 7800 XT est toujours un petit cran derrière. La 4060 Ti 16 Go a toujours son avantage sur le modèle 8 Go. La 6700 XT est toujours très légèrement devant la 3060 Ti. On retrouve une floquée de cartes qui sont aux alentours des 30 FPS, en allant de la 3060 Ti à la 3060 tout court. En réalité, il n'y a pas beaucoup d'écart entre toutes ces cartes-là. C'est assez proche au final. Et en bas du tableau, on retrouve la 1080 Ti, la 6600 et la 2060. Alors on arrive en 4K détail élevé. Bon, ce qu'on peut observer, c'est que c'est très lourd, puisque la 4090 arrive à peine, je dirais, aux 92 FPS de moyenne. On voit que la 4080 reste devant la 7900 XTX, mais celle-ci commence à rattraper son retard, puisque maintenant elle distance un petit peu plus la 4070 Ti, ou c'est tout simplement la 4070 Ti qui s'écroule un petit peu plus en 4K. On voit que la 4070 et la 3080 sont maintenant à égalité, la 7800 XT aussi, et on voit que juste en dessous, on commence déjà à avoir du mal à maintenir les 30 FPS, puisque en dessous de la 4060 Ti 8 Go, on n'y arrive plus, on va dire. Donc pas grand chose à dire pour toutes les cartes en dessous, si ce n'est qu'elles sont complètement larguées. Et on voit que les 7600 et 6600 d'AMD ont en plus un problème au niveau de 1% que n'ont pas les autres cartes, je dirais du même calibre. Donc c'est un truc qu'on avait déjà pu observer dans d'autres jeux, mais ça se retrouve ici encore une fois. Et enfin pour les GPU, on arrive en 4K Ultra, et bien là il n'y a que la 4090 qui arrive à maintenir du 60 FPS constant, on va dire, puisque la 4080 et la 7900 TX sont maintenant, je dirais plus ou moins au coude à coude. Donc déjà ici pour ces cartes là, il faudra soit faire des concessions, soit passer par le upscaling. La 4070 Ti, on arrive aux alentours des 40 FPS, et il n'y a que la 3080 qui arrive à se maintenir au-dessus des 30, on est vraiment tout juste, puisque là, on voit d'ailleurs que la 7800 XT et la 3080 sont passées devant la 4070, puisque ça c'est quelque chose qu'on a déjà pu observer à de nombreuses reprises aussi. En 4K, les 4070 Ti et 4070 ont tendance à perdre en performance par rapport aux résolutions inférieures, tout comme les 4060 Ti inférieures. En dehors de ça, de toute façon, toutes les cartes ici sont complètement larguées. Si on veut jouer en 4K Ultra, ce sera upscaling, plus ou moins agressif selon la carte qu'on va utiliser. Alors un petit tour du côté des processeurs maintenant. Bon, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a 3 processeurs qui sont plus ou moins à égalité, le 7800X3D, le 14700K et le 13600K. C'est plus ou moins les mêmes performances, tout simplement parce qu'à chaque fois on va taper la limite de la carte graphique ici. En 1080p détail élevé, la 4090 tourne déjà à fond. Donc on n'a pas de bottleneck processeur ici avec la 4090, tout du moins avec ces processeurs là. On voit qu'avec le 5800 X3D, on a un tout petit cran derrière. Je dirais la grosse différence se situe plus au niveau des 1% plutôt que de la moyenne. Mais bon, ça c'est particulièrement vrai en 1080p, en 1440p et en 4K, les écarts sont beaucoup plus serrés. On note aussi que le jeu semble apprécier les processeurs Intel, puisqu'on voit que l'i3 13100 s'en sort vraiment très bien ici, puisqu'il arrive quand même un bon cran au-dessus du Ryzen 5600, alors que d'ordinaire, il est quand même plus souvent un petit cran derrière celui-ci. Et on voit que même le processeur le moins performant du panel, donc le Ryzen 3600, arrive quand même malgré tout à maintenir aux alentours des 100 FPS avec une 4090. Donc bon, quoi qu'il arrive, ça reste jouable, mais évidemment, avec une 4090, on préfère avoir un processeur un petit peu plus puissant sur ce jeu-là. Mais en dehors de la 4090, je dirais que la plupart des cartes graphiques, de toute façon, arriveront au maximum des performances du Ryzen 3600. Puisque pour rappel, pour caper les performances du Ryzen 3600, dans ces conditions-là, en 1080p détail élevé, il faudrait au minimum une 4070 Ti. Donc, même si là l'écart peut paraître important entre les différents processeurs, il faut quand même une grosse carte graphique pour pouvoir l'exploiter. Donc bref, au niveau des performances, comme on vient de le voir, effectivement, le jeu est vraiment très gourmand, et c'est plutôt normal, même si le ray tracing software est plus light que le ray tracing hardware, ça reste très gourmand, et on voit que même les RTX 4060 ou RX 7600 arrivent à peine autour des 60 FPS de moyenne en 1080p en détail élevé. Les cartes type GTX 1060 ont aussi beaucoup de mal à arriver aux 30 FPS en détail élevé. Donc bon, clairement, avec pas mal de cartes, il faudra faire des compromis, soit baisser la qualité, ou passer par le scaling. La bonne nouvelle, je dirais, c'est que le jeu reste très joli, même en détail bas, et l'upscaling, que ce soit le FSR ou le DLSS, sont également plutôt bien implémentés dans le titre. Donc bon, on a quand même pas mal, je dirais, de leviers que l'on peut activer pour faire en sorte que le jeu tourne plutôt pas mal, et ça devrait tourner sur la plupart des machines, même si bien évidemment on n'ira pas tout mettre à fond avec toutes les configs.
Et je dirais que tout comme pour Alan Wake 2, il n'y a rien de honteux à jouer en détail médium ou en détail bas, ce sont que des noms de presets, hein. Ça ne rend pas le jeu moche ou similaire à un jeu PS2, loin de là. Enfin, le jeu reste vraiment magnifique, même en détail bas, donc ça vaut largement des détails élevés ou ultra de jeux un petit peu plus anciens. Donc bref, oui, ce Avatar c'est clairement un jeu exigeant d'un point de vue matos, quand on pousse les curseurs au max, mais je dirais que c'est le prix à payer si on veut des jeux qui envoient d'un point de vue graphisme, et ici clairement c'est le cas. Pour moi, hein, c'est très clairement un des jeux les plus beaux sortis cette année avec Alan Wake 2, et le portage PC est vraiment plutôt bon ici aussi. Au niveau du jeu lui-même, c'est un open world Ubisoft, donc ça plaira pas forcément à tout le monde, vu qu'on retrouve une bonne partie de la recette habituelle. Personnellement, hein, c'est pas forcément mon délire, je suis pas trop fan de la recette Ubisoft, mais bon, j'ai quand même ici envie d'y revenir un petit peu, si ce n'est juste pour observer un petit peu le boulot qui a été fait par les développeurs, par l'équipe artistique, puisqu'ils ont vraiment fait du très très gros boulot, et même si je suis pas forcément fan des open world made in Ubisoft, l'ambiance me paraissait plutôt cool, et j'ai envie d'en voir un petit peu plus quand même. Enfin bref, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour cet Avatar Frontiers of Pandora. Personnellement, hein, je pense que c'est un jeu qui devrait rester niveau benchmark pendant un bon moment, du point de vue GPU, puisqu'il est assez intéressant à utiliser, puis le jeu est tout simplement très très joli, donc il n'y a pas de raison de l'enlever, je dirais. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube. Vous pouvez aussi donner de la force à la chaîne en vous abonnant à la page Ko-fi, ça m'aide vraiment énormément. Et puis sinon, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!